Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de la mini-série sur l'affaire de Columbine. J'ai déjà sorti 2 épisodes, le premier était sur les faits, le deuxième sur les auteurs. Aujourd'hui on va s'intéresser à l'impact de Columbine sur la société et je peux d'ores et déjà vous dire qu'il y aura un 4e épisode consacré à l'impact de Columbine sur les victimes, les personnes qui ont survécu à cette tragédie. Si jamais il y a un petit bruit de fond dans cette vidéo, je suis absolument désolée, c'est le ventilateur qui est à côté de moi. Je ne peux pas filmer et m'en passer complètement, donc j'y vais essayer au montage de faire en sorte que vous l'entendiez pas, mais si jamais il y a un petit bruit de fond, sachez que c'est ça. Comme d'habitude, je vous laisse vous installer bien confortablement, éteindre vos lumières, et dès que vous êtes prêts, c'est parti. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi Columbine est devenu un événement aussi marquant, aussi important? Pourquoi est-ce qu'il s'agit de la tuerie de masse probablement la plus connue au monde, alors que d'autres, avant et après, ont fait plus de victimes? Qu'est-ce qui l'a rendue si particulière? Eh bien, moi aussi, ou moi oui en tout cas. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'impact de Columbine sur la société et des principales questions qui ont été soulevées après cette tragédie. Premièrement, comme je viens de le dire, Columbine n'a pas été l'attaque la plus meurtrière sur le sol des États-Unis. Cela dit, elle est devenue la 3e attaque en milieu scolaire la plus meurtrière à l'époque, ce qui n'est malheureusement plus le cas aujourd'hui. Mais ce qui a particulièrement frappé les esprits, ce sont les profils des 2 auteurs. Bien qu'il y ait eu beaucoup de fausses rumeurs les concernant, on a quand même assez vite réalisé qu'il s'agissait de 2 adolescents qui semblaient ordinaires, qui étaient issus de la classe moyenne, qui avaient eu des enfances classiques et heureuses, on pourrait dire, en tout cas d'un point de vue extérieur, et qui avaient été capables de préméditer une attaque pendant des mois sans que personne ne voie venir le danger. Contrairement à la plupart des autres grosses tueries de masse américaines, les auteurs n'avaient pas eu un coup de folie, ils avaient acheté leurs armes des mois avant la fusillade, ils avaient tout planifié, et ça, c'était vraiment nouveau, surtout chez les adolescents. Et puis, généralement, avant Columbine en tout cas, on n'était pas habitué à retrouver autant d'éléments comme les écrits, que ce soit, vous savez, dans les cahiers ou sur internet, et puis des vidéos des auteurs qui parlent de leur attaque, qui expliquent leur plan et qui justifient plus ou moins leur passage à l'acte. Donc on a eu accès à tout ça et à plein de supports sur lesquels on avait des aperçus de leur quotidien, plein de photos ou des vidéos où on les voit pas seulement essayer des armes ou se prendre pour des tueurs à gages, mais aussi manger au fast-food, déconner au club du lycée, bref, beaucoup de contenu qui les rendait d'une certaine façon plus humains, tandis que d'un autre côté, une partie de la presse s'efforçait à les présenter uniquement comme des monstres. Columbine va marquer un véritable tournant sur la manière d'aborder les tueurs de masse et la médiatisation autour de l'affaire aura des conséquences extrêmement profondes sur la société américaine. On va commencer par l'effet de surmédiatisation au moment des faits et ses dérives. Le 20 avril 1999, les journalistes sont arrivés extrêmement vite au lycée de Columbine, presque aussi vite que la police. Certains d'entre eux étaient dans les environs de Denver pour couvrir l'affaire John Bennett Ramsey, qui n'était pas récente en soi, mais pour laquelle on attendait des nouvelles. Par exemple, les journalistes de KMGH-TV sont arrivés sur le parking de Columbine en même temps que la police. Ce sont eux aussi qui ont commencé à diffuser en direct dans l'après-midi des vues aériennes du lycée prises par un hélicoptère. En fait, c'est ça qui est assez particulier avec Columbine. Tous les programmes télé habituels ont été interrompus assez tôt par des flashs spéciaux et ont commencé à diffuser des images prises en direct par des journalistes sur place. Donc on a vu des interviews d'élèves complètement choqués, en larmes, blessés, couverts du sang de leurs camarades. Et au-delà de cet aspect très choquant, il y a des erreurs qui ont pu être commises par les journalistes, des choses que normalement on ne devrait pas faire.
Par exemple, alors qu'aucune liste officielle des blessés ou des morts n'avait encore été divulguée, eh bien certaines chaînes de télévision ont filmé les zones de triage où on pouvait apercevoir les visages de certains élèves blessés avant même que les familles ne soient prévenues. KCNC TV a diffusé les images de Patrick Ireland qui était en partie paralysé par ses blessures en train de tomber de la fenêtre sur le camion du SWAT sans qu'on voit la suite, donc sans savoir s'il avait réellement pu survivre à ses blessures ou pas. On a aussi donné la parole à des rescapés qui venaient d'échapper à l'horreur la plus totale. Par exemple, à 12h03, alors que l'attaque avait toujours lieu, KCNC a diffusé en direct l'interview d'une élève complètement choquée par ce qu'elle venait de voir et de vivre et qui a déclaré: Ils ont commencé à tirer sur les gens, au début je n'ai pas cru que c'était réel, puis on a vu le sang, on a vu 2 ados, ils étaient blancs, Eric Harris et on ne connaît pas le nom de l'autre, mais il portait des trench-coats noirs, il tirait sur les gens et jetait des grenades. On a vu 3 personnes se faire tirer dessus, il ne faisait que tirer, il se fichait de savoir sur qui il tirait. À ce moment-là, il est tout juste midi et une chaîne de télévision a déjà donné en direct le nom d'un des suspects alors qu'aucune confirmation de la police n'a été faite et on en est d'ailleurs très loin. C'est une information qui est donnée par un témoin complètement en état de choc qui aurait clairement pu se tromper. Imaginez juste si cette personne avait fait une erreur et que ce n'était pas Eric Harris. Par la suite, la police a demandé aux médias de ne plus diffuser d'images de la situation en direct pour éviter que les attaquants ne puissent voir où en étaient les équipes du SWAT qui organisaient leur entrée dans le lycée. À ce moment-là, ils ne savaient pas encore que Harris et Klebold s'étaient déjà donné la mort dans la bibliothèque. Je suis persuadée que cette diffusion en direct, sans filtre, sans pouvoir prendre du recul, a participé à l'impact très fort du drame sur les esprits à l'époque. Et donc, l'autre problème de cette surmédiatisation en direct, ce sont toutes les erreurs que ça a contribué à répandre. Très vite, comme je vous disais, on a donné le nom d'Eric Harris, et du coup, des journalistes ont utilisé sa photo dans un yearbook d'un des élèves, mais manque de chance, ils se sont trompés et ils ont diffusé la photo d'un autre élève qui n'avait absolument rien à voir avec l'attaque. C'est une erreur qui a été difficile à rattraper puisqu'ensuite, ça a fait un effet boule de neige et tous les médias ont commencé à reprendre et à diffuser l'erreur. On a dit, comme je vous l'expliquais dans le premier épisode, qu'il y avait plus que 2 tireurs, jusqu'à 8 attaquants potentiels ont été évoqués. On a très vite associé le fait que les tireurs portaient des manteaux noirs à la Trenchcoat Mafia, qui était un groupe d'élèves du lycée qui se surnommait comme ça et qui étaient un petit peu marginaux, sauf que en réalité ce groupe d'élèves n'avait que très peu de liens avec Harris et Klebold, qui ne faisaient pas officiellement partie de ce groupe, même si il est tout à fait possible qu'ils aient eu envie ou même qu'ils se soient un petit peu autoproclamés comme membres du groupe. Plus grave encore, on a déclaré qu'il y avait eu 25 morts avant même que les corps ne soient évacués du bâtiment. Cette désinformation, elle s'est un petit peu calmée dans les jours qui ont suivi les faits, mais elle a repris beaucoup d'ampleur par la suite sur internet où circule tout un tas de théories et de spéculations en tout genre. Et je ne dis pas que toutes sont inintéressantes ou farfelues, je vous l'ai déjà mentionné, dès le départ il y a des informations qui ont été étouffées dans l'affaire de Columbine. Les vidéos du sous-sol, elles ont jamais été rendues publiques, de même qu'un enregistrement qui est appelé Nixon's Tape, qui est l'un des tout derniers témoignages d'Eric Harris enregistré dans la nuit qui a précédé la fusillade. Bref, tout ça c'est le terreau parfait pour les théories du complot parce que on sait littéralement qu'on ne nous dit pas tout. Et ça, c'est totalement à double tranchant parce que d'un côté, la police et les autorités ont décidé de retenir toutes ces informations et toutes ces images pour éviter les phénomènes de copycat, c'est-à-dire les gens qui voudraient faire pareil que certains criminels. Mais d'un autre côté, ça laisse plein de zones de flou, ça abaisse le niveau de confiance de la population vis-à-vis des enquêteurs et ça laisse la place au sentiment que la police a tenté de couvrir quelque chose. C'est probablement de là qu'est née une rumeur persistante sur internet à partir de l'interprétation erronée de la mère d'un des blessés survivants, selon laquelle Harris aurait été violé par des policiers au début de l'année 1998, rappelez-vous, quand ils avaient volé du matériel informatique dans une fourgonnette. Et pour certains, cela expliquerait toute la colère et la volonté de vengeance, et ce serait pour ça qu'ils auraient élaboré le plan NBK pour tuer des policiers.
En réalité, cette théorie n'est basée sur absolument rien de solide, c'est parti, comme je vous le disais, d'une interprétation tirée par les cheveux de ce dessin fait par Harris lors de son arrestation pour représenter la scène du vol des affaires dans la camionnette. C'est un petit peu comme ces rumeurs aussi selon lesquelles Harris et Klebold étaient gays, voire même amants. En fait, en creusant pour comprendre d'où ces rumeurs étaient parties, j'ai compris que ça venait des sportifs du lycée qui harcelaient les autres élèves et qui étaient hyper homophobes, en plus de rejeter tous les élèves en marge, dont ceux qui faisaient partie de la Trenchcoat Mafia justement. Et ces élèves faisaient des amalgames entre tout ça qui ont été ensuite repris par certains médias. Au final, cette surmédiatisation de Columbine et l'émergence de nombreux endroits sur internet pour discuter de l'affaire a donné naissance à des fans d'Harris et Klebold qui se font appeler les Columbiners. Les Columbiners se rassemblent sur des forums, en particulier sur Tumblr, pour discuter de l'affaire, pour partager des articles, des archives, avoir des débats, échanger des mèmes, etc. Parmi ces Columbiners, il y a un peu de tout. On va avoir des passionnés de l'affaire, mais qui savent prendre du recul, comme d'autres qui sont beaucoup plus investis émotionnellement. Ceux-là sont essentiellement des adolescents, voire même des préadolescents, qui ont un attachement assez particulier envers les auteurs de l'attaque, puisque ils les considèrent comme des victimes, comme des ados dépressifs, malheureux, rejetés par les autres, qui ont été poussés à bout et ont craqué pour se venger. Je pense qu'en fait, beaucoup des Columbiners se retrouvent dans une vision idéalisée qu'ils ont d'Harris et Klebold. Ils se sentent peut-être eux aussi exclus, rejetés, moqués, et j'imagine qu'ils ont déjà eu eux aussi des sensations de colère ou même des envies de vengeance. Je pense qu'il y a aussi, et ça surtout chez les filles, beaucoup de personnes qui développent une attirance pour Harris et Klebold à cause du syndrome de l'infirmière. En gros, elles s'imaginent que en donnant plus d'amour à ces deux êtres blessés, elles auraient pu les soigner, les réparer et les rendre moins dysfonctionnels au point d'éviter le drame. Elle fantasme une relation avec un bad boy qui ne serait que l'enveloppe d'un homme finalement fragile et sensible en dessous. Ça vient d'un cliché beaucoup trop répandu à cause de certaines œuvres qui ont totalement romantisé les meurtriers. Et là pour le coup, j'en veux un petit peu à American Horror Story d'avoir totalement fait ça avec le personnage de Tate Langdon dans la saison 1, qui est un adolescent qui commet une tuerie de masse dans un lycée, mais qui nous est présenté comme, c'est vrai, un peu dérangé, mais extrêmement sexy, gentil, romantique, et finalement c'est l'un des personnages les plus mythiques de tout American Horror Story et les plus attachants, et ça, pour les adolescents, je trouve que c'est pas ouf comme message. Je pense que beaucoup d'adolescents eux-mêmes en proie à des idées noires, à des pulsions suicidaires ou juste à de la dépression peuvent être facilement aspirés par l'affaire de Columbine, tant elle est fascinante et parce qu'ils peuvent se sentir proche d'Harris et Klebold. Je pense pas que ce soit forcément inquiétant, comme je vous le disais avant, c'est pas un élément qui va être suffisant pour faire basculer une personne dans la violence, mais par contre, ça peut devenir bien plus dangereux pour une personne ayant déjà des fragilités. Et ça a malheureusement été le cas à plusieurs, même de nombreuses reprises depuis Columbine. Je vais vous montrer un graphique qui représente tous les cas de fusillade et d'attaque pour lesquels un lien a pu être établi avec Columbine, soit parce que l'auteur avait fait des allusions à Columbine, soit parce qu'il l'a revendiqué clairement. C'est-à-dire que quelque part, les auteurs de ces attaques ont été influencés par le drame de Columbine et qu'en un sens, ça leur a servi d'exemple. C'est le cas entre autres pour l'auteur de la fusillade de Sandy Hook, pour celui de Virginia Tech ou encore en France lors de l'attaque du lycée Alexis de Tocqueville à Grasse. C'est pour cette raison que j'ai essayé au plus possible et surtout dans le premier épisode de ne pas rentrer dans certains détails comme ne pas nommer les attaquants par leur prénom, montrer le moins souvent possible leur visage et aussi les images d'eux qu'on a sur les caméras de surveillance pendant la fusillade, ne pas donner de précision sur quel type d'armes ils ont utilisé ni sur leurs films, leur musique et leurs jeux vidéo préférés. C'est aussi pour ça que j'ai vraiment beaucoup plus insisté sur les identités des victimes que sur leur nombre. L'une des questions qui a beaucoup soulevé de débats après Columbine, c'est l'accès aux armes à feu comme vous pouvez vous en douter.
Ça a été l'un des premiers impacts de la fusillade de Columbine sur la société américaine, la question des armes, avec, comme on le voit à chaque cas de tuerie de masse, deux clans qui se sont opposés, ceux qui veulent plus de restrictions et de régulation sur le droit de posséder des armes à feu, et ceux qui souhaiteraient au contraire qu'il y ait plus de personnes armées pour pouvoir se défendre. J'imagine que vous le savez, le droit de détenir des armes est profondément enraciné aux États-Unis. C'est d'ailleurs le second amendement de leur constitution, juste après la liberté d'expression. Donc c'est historiquement un droit fondamental pour une grande partie de la population. Maintenant, cet amendement, il est sujet à controverse parce que il a été rédigé il y a plusieurs siècles, donc on se demande s'il est toujours adapté. Et il y a certains États ou certaines villes qui ont tenté de proposer des solutions pour réglementer un petit peu mieux ce droit. Suite à Columbine, en l'an 2000, des lois ont été votées pour tenter de limiter les dégâts causés par les armes à feu, notamment l'interdiction de vente de chargeurs de très grande capacité et le fait que les armes doivent désormais avoir un verrou de sécurité. Il y a eu énormément de controverses quant aux foires aux armes comme le Tenner Gun Show où les deux attaquants s'étaient rendus accompagnés d'une amie de 18 ans pour pouvoir acheter des armes. On a demandé plus de contrôle sur ces événements, notamment au niveau des antécédents, et pour le moment, a priori, il n'y a toujours pas de loi claire sur ce sujet. Il est bien évidemment interdit de vendre des armes à des mineurs ou à des personnes ayant un casier judiciaire, mais dans la pratique, c'est des choses qui sont vraiment trop difficiles à contrôler s'il y a une vente entre particuliers. La NRA a évidemment très vite répliqué après Columbine. Si vous ne connaissez pas la NRA, c'est une association américaine vraiment très puissante dont l'objectif est la promotion des armes à feu aux États-Unis. Pour eux, plus les gens seront armés, plus ils seront à même de se défendre en cas d'attaque. Le 1er mai 1999, seulement 2 semaines après la tuerie de Columbine, un gun rally a eu lieu à Denver, soit à quelques kilomètres de Littleton. Il était organisé par la NRA qui avait refusé de repousser l'événement. L'acteur Charlton Heston, qui présentait le rallye et était un pro-armes, a fait un discours à cette occasion pour rejeter la faute sur les médias et dénoncer le fait qu'on instrumentalise le drame de Columbine à des fins politiques contre le droit au port des armes. La position des pro-armes sur le sujet est claire, les tueries de masse ce seraient des événements isolés qui ne doivent pas remettre en cause les droits fondamentaux de la Constitution, ce qui, à mon sens, est une réponse un petit peu facile parce qu'elle revient à dire que les fusillades sont des accidents inévitables qu'on pourrait pas tenter de prévenir. D'un autre côté, de nombreuses familles de victimes de Columbine, elles, se sont engagées contre les armes à feu, comme c'est le cas pour Tom Moser, le père de Daniel Moser, qui est décédé dans la bibliothèque, qui lui a protesté devant le bâtiment où se déroulait le rallye de la NRA. Pour ces personnes, les armes sont trop faciles d'accès et sont moins utilisées pour se défendre que pour attaquer, et il leur semble anormal qu'on puisse aussi facilement acheter des armes semi-automatiques et surtout en aussi grand nombre. Il y a un projet assez particulier qui a aussi émergé récemment à la fin du mois de mars 2019, donc peu de temps avant le 20e anniversaire de la tragédie de Columbine. Il s'appelle My Last Shot Project et c'est une sorte de campagne de prévention qui a été imaginée par des élèves de Columbine et des activistes contre le port des armes. Et en gros, ça consiste en une sorte d'autocollant qu'on peut mettre sur son permis de conduire, sur sa carte d'étudiant, à l'arrière de son téléphone, enfin bref sur les affaires qu'on porte sur soi. Et cet autocollant dit « Dans le cas où je mourrais suite à une violence armée, veuillez publier une photo de mon cadavre, #MyLastShotProject, plus la signature de la personne ». L'objectif, c'est évidemment de sensibiliser à l'horreur des dégâts physiques qui sont causés par les armes. Personnellement, je sais pas trop quoi en penser, je suis pas certaine que ça aurait l'effet escompté. Je pense que c'est un peu comme les images sur les paquets de cigarettes, j'ai pas l'impression que ça arrête beaucoup de fumeurs. Et pour les photos de cadavres mutilés, je me dis que ça pourrait peut-être venir alimenter la curiosité malsaine de certaines personnes mal intentionnées. Franchement, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, je me questionne beaucoup à propos de ce projet. En tout cas, la question de l'accès aux armes est épineuse, chacun a son opinion dessus, je pense que vous connaissez la mienne. Je trouve ça bien que leur possession soit contrôlée et soumise à autorisation uniquement. Après, j'ai bien conscience que c'est pas l'arme le problème, mais surtout la personne qui la tient.
Mais comme je trouve que c'est trop difficile de bien surveiller qui peut en avoir une, je préfère que les réglementations soient plus strictes. Si jamais vous voulez plus d'informations sur ce sujet, notamment sur les effets constatés d'une régulation stricte des armes dans un pays comme l'Australie qui avait fait le test, c'est quelque chose que j'avais pas mal détaillé dans les 2 épisodes sur la fusillade de Sandy Hook, donc je vous mets le lien des vidéos juste ici si vous avez envie d'aller écouter. Un autre sujet qui a été largement abordé après Columbine, c'est l'influence de la pop culture sur les 2 attaquants, principalement concernant la musique et les jeux vidéo. Ces 2 domaines ont beaucoup été pointés du doigt par des personnes comme étant les responsables indirects de la fusillade. Faut savoir qu'à la fin des années 90, les communautés punk et gothiques sont un petit peu revenues à la mode pour certains groupes de jeunes, ce qui était particulièrement vu d'un mauvais œil en fait par les adultes qui ont toujours eu tendance à penser que ces mouvements véhiculent des idéologies violentes voire sataniques. Et comme certains survivants du lycée ont désigné Harris et Klebel comme des membres de la Trenchcoat Mafia, l'amalgame a rapidement été fait. On s'est dit que parce qu'ils portaient des manteaux noirs, les attaquants de Columbine étaient associés à la culture gothique, ce qui a fait beaucoup de mal à une communauté qui était déjà stigmatisée par le passé. Les témoignages de personnes se revendiquant comme gothiques se sont multipliés contre la violence et les armes à feu suite à Columbine, mais rien n'y a fait. La paranoïa des parents inquiets que certains chanteurs pervertissent leurs enfants s'est étendue. Marilyn Manson a par exemple été spécifiquement visé, lui qui représentait peut-être l'icône du mouvement gothique et alternatif de l'époque parce que il était tout simplement à l'apogée de sa carrière, alors même qu'il n'avait rien à voir avec Columbine puisque ni Harris ni Klebel ne l'avaient cité comme il citait parfois d'autres groupes de métal. C'est lui qui a particulièrement eu à répondre aux accusations d'être une mauvaise influence sur la jeunesse. Alors je ne dis pas que Marilyn Manson est quelqu'un de bien dans sa vie privée, mais ce qui est certain, c'est qu'il a été victime de stéréotypes suite à Columbine par des personnes qui ont pris des raccourcis faciles. Quant aux jeux vidéo comme Doom, sur lequel Harris passait beaucoup de temps, est-ce que ce jeu peut avoir fait de lui un tueur comme l'ont suggéré certains médias ? Comme je vous l'ai déjà dit dans l'épisode précédent, c'est peu probable. Ça a pu venir alimenter ses propres fantasmes de fusillade et de violence. Mais la majorité des adolescents qui jouent à des jeux vidéo ne deviennent pas violents. Il y a beaucoup d'adolescents qui s'intéressent à la violence dans cette période de leur vie, que ce soit en allant voir des films d'horreur, en jouant à des jeux, en écoutant de la musique avec des paroles violentes. Il y en a même un paquet dont je fais partie qui n'arrête pas, même une fois l'adolescence passée, et pourtant l'immense majorité de ces gens ne ferait pas de mal à qui que ce soit. Donc, est-ce que la tragédie de Columbine a eu un impact sur les ventes de jeux vidéo aux États-Unis? Je ne crois pas. Par contre, est-ce qu'elle a contribué à la stigmatisation des joueurs? Oui, très fortement et durablement, puisque encore aujourd'hui, beaucoup de personnes estiment que les jeux vidéo sont une perte de temps, que c'est un divertissement abrutissant, voire dangereux, qui peut conduire à la violence. Alors, j'ai trouvé un graphique qui représente le nombre de meurtres commis avec des armes à feu mis en relation avec le taux de consommation des jeux vidéo dans plusieurs pays. Je ne sais pas à quel point ce graphique est fiable parce que je ne sais pas comment et quand ont été récoltées ces données, mais en tout cas, allons le croire, et encore une fois je vous le dis, c'est à prendre avec des pincettes, la violence par arme à feu n'a absolument aucune corrélation avec la consommation de jeux vidéo. Cela dit, on voit quand même que les États-Unis sont vraiment à part dans ces études. D'un autre côté, j'ai aussi trouvé un autre article qui semble démontrer que plus on a été habitué à jouer à des jeux vidéo dans lesquels on utilise des armes à feu, plus on va avoir des facilités à prendre une arme dans la vraie vie. C'est-à-dire que le jeu peut avoir cet effet de désensibilisation. Donc, je pense que le problème, c'est moins le jeu vidéo que l'accès trop facile aux armes à feu. Mais encore une fois, ce n'est que mon avis, vous pouvez tirer vos propres conclusions de ces études. Avant de terminer avec la pop culture, puisque j'ai abordé avec vous la question si elle avait pu contribuer à la tragédie de Columbine, je voulais aussi évoquer comment ensuite la pop culture a repris ce sujet-là. Depuis 1999 et 2000, il y a de très nombreuses références à Columbine qu'on peut retrouver dans la musique, au cinéma, dans les séries, dans les livres, etc. Je vous parlais d'Elephant de Gus Van Sant qui visiblement, de ce que j'ai pu lire dans vos commentaires, vous a énormément marqué, souvent au moment de l'adolescence, tout comme ça a été aussi mon cas.
Je trouve que c'est un film exceptionnel, très déstabilisant, qui retranscrit bien les émotions qui ont fait suite à Columbine, le choc d'une violence soudaine, l'incompréhension face à l'absurdité de ses actes et puis toutes les questions qui restent sans réponse. Si vous ne l'avez pas vu, vraiment je vous le recommande très fortement. Bon, il existe une liste très longue de toutes les références à Columbine dans la pop culture, donc je vais pas toutes vous les faire, je vais juste parler de certaines, celles qui moi me touchent plus parce que ce sont des œuvres que je connais et que j'apprécie. Comme je vous le disais plus tôt dans la vidéo, il y a la saison 1 d'American Horror Story qui reprend l'affaire de Columbine dans les grandes lignes avec le personnage de Tate. Il y a plein de références au drame qui sont un petit peu éparpillées dans la saison et surtout dans l'épisode 6. En soi, la façon dont la partie Columbine a été traitée dans American Horror Story me dérange pas, mais c'est plutôt toute la construction du personnage de Tate qui me déplaît, parce que c'est un personnage très attachant et comme je vous le disais, je pense que quelque part ça contribue à romantiser la représentation des tueurs de masse. Et de toute façon, j'ai beau adorer Ryan Murphy et American Horror Story, je trouve que c'est un problème récurrent dans la série. Il y a vraiment cette tendance à glamouriser la violence et les tueurs qui me gêne parce que elle est souvent sur le fil du rasoir et je pense que quand les adolescents voient ça, ils n'en retirent peut-être pas forcément le bon message, en tout cas peut-être pas tous. Le domaine de la musique a lui aussi été très marqué par Columbine, alors je pense évidemment au groupe de rap du même nom, et puis à la chanson Pumped Up Kicks de Foster the People, ou encore à la chanson et au clip Columbine de Skinned. Le clip à lui seul vaut vraiment le détour, c'est une claque monumentale de brutalité, mais c'est je trouve quand même très bien fait parce que ça met en avant plus les victimes que les auteurs de l'attaque, donc je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil à ce clip si vous en avez l'occasion. Il y a aussi eu, au-delà de la création artistique, beaucoup de reportages qui ont fait suite à Columbine, le plus connu étant bien entendu le film documentaire Bowling for Columbine de Michael Moore, qui est sorti en 2002. Il a été fortement récompensé mais aussi très critiqué, il y a eu beaucoup de controverses autour de ce film. Je sais que beaucoup d'entre vous l'ont adoré, moi je vais être honnête, je suis un petit peu plus mitigée. En tout cas, je pense que c'est quand même intéressant de le regarder. La version originale, donc en anglais, est disponible gratuitement sur YouTube si jamais ça vous intéresse. C'est une volonté de Michael Moore de rendre son documentaire le plus accessible possible. C'est très engagé contre les armes à feu et personnellement j'ai absolument rien contre le fond du documentaire mais c'est un petit peu plus la forme qui me dérange. Il y a un montage particulier, il y a des gens qui ont été piégés, la démarche n'est pas 100% honnête et objective. Encore une fois, je vous le dis, je pense que c'est intéressant d'aller regarder ce documentaire, mais il faut pas s'en contenter parce que sinon on risque de tomber clairement dans le piège des biais de confirmation, c'est-à-dire quand on ne prend que les données qui vont dans le sens qu'on veut. Vous trouverez en barre d'informations plusieurs autres reportages si jamais vous voulez vous informer encore sur Columbine. Ils sont en anglais mais je vous les mets quand même. Il y en a un que je vous conseille particulièrement, c'est Columbine A New World, qui m'a beaucoup aidé pour mes recherches pour cette série. Vous pouvez aussi aller écouter le podcast Confronting Columbine d'Amy Over, qui est une survivante de la fusillade. C'est un podcast qui est actuellement diffusé, donc il y a des nouveaux épisodes qui sortent, je crois que c'est toutes les semaines. Moi je viens tout juste de commencer à l'écouter, là j'en suis qu'au tout premier épisode, donc j'ai pas encore beaucoup de retours à vous faire dessus, je sais pas encore si ça vaut le détour ou pas, mais je vous le mentionne au passage parce que après sinon je risque d'oublier. Et puis bien entendu il y a énormément de livres qui ont été publiés après la tragédie, il y a beaucoup de témoignages des survivants, celui de la maman de Dylan Klebold et puis des ouvrages de journalistes et d'experts psy, enfin vraiment je pense que Columbine c'est l'une des affaires criminelles sur lesquelles on a le plus de ressources. Enfin, autre impact de Columbine qui est plutôt positif, celui-là, c'est tout ce qui est de l'ordre de la prévention des mass shootings aux États-Unis. Par ça, j'entends un petit peu la prévention avant le passage à l'acte, mais surtout en réalité la mise en place de nouveaux protocoles d'intervention en cas de fusillade, ce qui fait que désormais la police est mieux formée à réagir dans le cas d'un tireur isolé et au lieu d'attendre, comme c'était le cas au moment de Columbine, les agents sont plus préparés à aller neutraliser le tireur pour limiter le nombre de victimes.
Désormais, il n'y a plus du tout le même effet de surprise et on a normalement des équipes entraînées qui sont capables de passer à l'action bien plus vite au lieu d'attendre et de laisser le tireur continuer le massacre. Et donc ça ferait plus de victimes et aussi on risquerait de perdre des victimes qui seraient blessées et qui ne pourraient pas être soignées à temps. En gros, le problème, c'est que le 20 avril 1999, la police a fait ce qu'on lui avait appris, c'est-à-dire encercler le bâtiment, empêcher que qui que ce soit puisse entrer dans le périmètre et contenir la crise. Maintenant, pour une même situation, la technique d'intervention est complètement différente et elle ne requiert que 4 agents. Elle peut même se faire avec moins de personnes si jamais il y a peu d'officiers qui sont disponibles sur place, qui vont tous en fait entrer dans le bâtiment ou sur les lieux depuis des points opposés et qui vont avancer pour trouver le tireur. Donc ils sont bien entraînés à se repérer et à se guider au bruit des tirs pour essayer de savoir d'où ils proviennent et ils sont aussi entraînés à neutraliser le tireur. La priorité, elle est totalement différente d'avant, c'est-à-dire qu'avant on leur demandait de s'occuper des blessés rescapés. Maintenant, même s'il y a des blessés, ils doivent continuer parce que l'objectif c'est d'arrêter la fusillade pour qu'il y ait le moins de blessés possible. Donc c'est vraiment une approche qui change beaucoup par rapport à avant. Avant de terminer cette vidéo, je vais vous citer quelques phrases que j'ai trouvées dans un article en faisant mes recherches sur les conséquences de Columbine, qui a été publié le 22 avril 2019, soit 20 ans après les faits. C'est un article qui a été publié sur un site politique rattaché au parti américain de l'égalité socialiste, donc il faut bien garder en tête qu'il y a une idéologie politique derrière, mais j'ai trouvé que ça soulevait quand même des points intéressants. Qu'est-ce qui conduisait les jeunes vulnérables d'Amérique au désastre? Regardez honnêtement cette société, ses dirigeants politiques, ses porte-paroles religieux, ses chefs d'entreprise, sa machine militaire, ses célébrités, sa culture populaire et surtout tout le système économique sur lequel repose toute la vaste superstructure de violence, de souffrance et d'hypocrisie. C'est là que se trouve la réponse. Le dernier incident mortel n'est jamais le dernier, il est simplement le plus récent. Le Washington Post a estimé au début du mois que depuis le massacre de Columbine, plus de 220 000 enfants avaient été exposés à la violence armée dans leur classe. Cette statistique témoigne à elle seule d'un ordre social qui ne peut assurer une protection élémentaire à ses membres les plus vulnérables. Cette incapacité à garantir la sécurité physique et psychologique des enfants va de pair avec l'incapacité ou le refus obstiné de la société américaine officielle de comprendre ou même de s'attaquer sérieusement aux causes profondes de ces tragédies sans fin. Le chroniqueur d'expérience du New York Times, Clyde Haberman, demande dans une manchette « 20 ans après Columbine, qu'avons-nous appris ?» Mais il aurait tout aussi bien pu ne pas se donner la peine. Après avoir souligné bon nombre de fusillades de masse et des actes de violence que les événements de Columbine ont annoncés ou même inspirés, et noté que de telles tragédies sont maintenant tellement ancrées dans le caractère national qu'elles viennent avec leur propre scénario bien rodé, Haberman s'arrête soudainement, sans tirer aucune conclusion générale. Apparemment, sa seule solution, plus de réglementation des armes à feu, la totalité de la sagesse actuelle du libéralisme américain. Pendant ce temps, de façon grotesque, Donald Trump et la NRA fascisante proposent d'armer les enseignants ou d'installer des policiers armés dans chaque bâtiment scolaire. Tant que les cours boursiers montent, l'argument est que tout va bien en Amérique, même si les jeunes se tirent dessus et meurent en nombre effrayant à cause du suicide et de la drogue. Bref, quand on fait le bilan, les conséquences de Columbine sur la société américaine ont-elles été plus positives que négatives? J'en suis pas certaine malheureusement. Ce que nous, citoyens, même si nous ne vivons pas sur le territoire américain, pouvons faire, c'est, je pense, essayer de tirer des leçons de ce drame et de mettre en place des actions à notre échelle. Par exemple, ne surtout pas prendre part à du harcèlement à l'école ou sur notre lieu de travail, ni en ligne. Oui, je m'adresse particulièrement à ceux qui laissent des messages haineux à des inconnus sur les réseaux. Vous ne savez pas qui les reçoit, vous ne savez pas combien de messages cette personne reçoit et vous participez à la banalisation et à la généralisation de la cyberviolence qui peut avoir des conséquences graves sur l'état mental de la personne qui les reçoit, mais aussi surprise sur ses actions. Vous pouvez aussi vous renseigner sur la prévention du suicide et mieux comprendre les maladies mentales comme les troubles de l'humeur pour pouvoir les détecter chez votre entourage et peut-être les aider à accepter de l'aide.
Vous pouvez éviter de contribuer à la stigmatisation des minorités, quelles qu'elles soient, quelles que soient leurs croyances religieuses, leur couleur de peau, l'orientation sexuelle, ou même tout simplement leur style vestimentaire. Personnellement, je ne vis pas dans un pays où les armes sont libres d'accès, mais si c'est votre cas, peut-être que vous pouvez vous renseigner sur les législations et comment elles pourraient évoluer. Ce sont plein de petites actions qui ne révolutionneront probablement rien à elles seules, mais je suis peut-être parfois un petit peu idéaliste et je me dis que si tout le monde faisait ces efforts, et puis à condition d'être gouverné par des personnes qui ont aussi cette volonté de protéger la population, on pourrait éviter beaucoup de catastrophes. Pour conclure cette vidéo, je vais vous laisser sur une citation de George Santayana qui figure d'ailleurs à la fin du clip de Skin sur Columbine. Ceux qui ne peuvent se souvenir du passé sont condamnés à le répéter. Voilà, on est arrivé au bout de ce 3e épisode. Je vous remercie énormément de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo vous a intéressé autant que les 2 premières. Merci déjà pour tous les retours que vous m'avez fait sur les 2 premiers épisodes. Ça fait hyper plaisir de savoir que j'ai pas travaillé pour rien et que vraiment vous êtes content du résultat. J'espère que cet épisode et que le prochain vous plairont tout autant. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé et puis je pense que là il y a vraiment matière à débat donc il n'y a pas de souci pour avoir ces débats. Je pense qu'on peut avoir des avis divergents et en discuter de manière tout à fait calme et polie et respectueuse, donc je compte sur vous. Comme d'habitude, je sais que vous êtes très intelligents et que vous tombez pas trop dans ces travers et je vous en remercie. J'espère vraiment que ça va continuer dans l'espace commentaire. Je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Je vous fais plein de gros bisous et puis comme d'habitude, en attendant, n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières.